Bonjour, je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lie, le podcast qui explore nos liens aux autres à la lumière de nos parcours et de nos expériences de vie. Ces expériences qui nous bousculent, nous fragilisent et nous renforcent sont l'occasion d'un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Fragile et puissant, intime et distant, le lien ne cesse de se renouveler et c'est ça qui me passionne. Ensemble, nous entendrons les témoignages d'hommes et de femmes à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront un engagement, une expérience, une épreuve qui a transformé et fait évoluer leurs liens avec ceux qui partagent leur quotidien. Leurs voix nous confieront leurs déceptions, leurs découvertes, leurs doutes, leurs questionnements, bref, ce qui nous lie. Qui d'entre nous ne s'est pas déjà interrogé sur la réalité du métier de comédien et d'acteur ? On l'imagine, on le fantasme, on le rêve et puis parfois on l'idéalise. Chacune et chacun d'entre nous avons une perception, un avis, pouvons ressentir un amour ou un désamour presque irrationnel pour ceux qui animent nos films et nos soirées au théâtre. Interpréter un personnage, c'est raconter une histoire, un pan de nos vies. C'est aussi s'exposer au regard de l'autre, mais c'est avant toute chose un moyen de s'exprimer et de vivre. À travers son témoignage, Hubert nous raconte ses premiers amours avec les planches. Celles qui lui ont redonné l'élan quand il s'est retrouvé au cœur d'un questionnement existentiel dans sa vie professionnelle. Vous allez découvrir la trajectoire de Hubert, revenu à lui-même à travers cet art, complexe et parfois fascinant. Il explore et nous raconte le lien entre lui et ses personnages, la façon dont les deux se font grandir, se nourrissent et se pétrissent l'un de l'autre. Il nous raconte l'importance du lien à l'autre, à son réalisateur ou metteur en scène, à ses partenaires de jeu, pour aller puiser en soi et plonger dans son personnage. Il se confie sur l'étape inévitable des castings, le regard des autres sur son travail. Cette perception d'un autre sur soi, celle qui peut nous enfermer, mais qui peut aussi créer l'occasion de révéler qui on est, vraiment. Hubert, j'ai 43 ans et je suis comédien. C'est mon métier, mais depuis tout le temps en fait. Célibataire, pas d'enfant. Alors Hubert, j'ai quelques questions pour toi. Je voudrais te demander déjà, pour commencer un petit peu, pour qu'on puisse se représenter un peu les contours de ton univers familial, dans quel style de famille tu as grandi ? Qu'est-ce que tu dirais ? Alors, moi je grandis dans une famille nombreuse, bourgeoise, aisée, plutôt aisée, avec mes 2 parents. Et après on est 5 frères et sœurs. Et moi, je suis le tout dernier, né en 79, ouais. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font comme travail, du coup Alors, ma mère est assistante sociale, elle a assez vite arrêtée pour s'occuper des enfants. Et mon père, lui, a une formation d'ingénieur. Et après, il a fait pas mal de métiers, et notamment le métier en fin de carrière, parce qu'il est à la retraite. Il est plutôt sur des métiers de gestion, RH, finance, direction administrative et financière, voilà. Et tu grandis où alors ? Alors, moi, je suis né à Amiens. Ensuite, j'habite Béthune, Poitiers, Versailles. Voilà, on a pas mal déménagé pour le boulot de mon père. Mais mes 2 grands points d'attache, jeune ado et jeune adulte, on va dire, c'est Poitiers et Versailles. Ouais. Et alors petit, est-ce que le théâtre est déjà important pour toi ? Oui. Le théâtre est important pour moi, sans le savoir, mais oui, parce que j'aime jouer, en fait, dans tous les sens du terme, mais surtout la comédie, en fait. Il y a évidemment les jeux de tous les âges qu'on a, hein, des jeux du sport, jeux de société, etc. Mais moi, le jeu, la comédie, ouais, ça c'est ma première source de plaisir, quoi. C'est là où vraiment je me dis, tiens, je m'amuse vraiment, quoi. Et comment ça se manifeste alors à ce moment-là de ta vie ? T'as des souvenirs en particulier ? Moi, je me déguise beaucoup. Je crée quand j'étais petit, j'ai créé une troupe en vacances avec mon frère et mes cousins cousines, parce qu'on a à peu près le même âge tous. J'ai créé une troupe qui s'appelle Molierissimo. J'avais envie tous les étés, je passais mon temps à créer des pièces et du coup j'embarquais mon frère et mes cousins cousines dans préparation de la pièce, les costumes, les décors, les textes, etc. On a fait, moi j'ai adapté à l'époque l'Odyssée d'Homère.
Donc on s'est retrouvés sous des draps sur la table du jardin à voilà jouer tout ça pendant des semaines et des semaines. Moi je me suis beaucoup amusé, j'ai embarqué tout le monde. Eux ça les amusait moins je pense, mais moi je m'amusais beaucoup parce que je créais quoi. Je créais et je gérais un peu la petite troupe et puis je rentrais je rentre dans un univers un peu drôle. Ouais, parce que c'était amusant. Le lycée de mer, c'est pas spécialement drôle, mais je m'amusais à jouer un personnage, à Ulysse en l'occurrence, raconter des histoires aussi. T'as quel âge à ce moment-là, du coup? 9-10 ans, je pense, 10 ans, 10 ans, ouais, 10-11 ans. Et donc, à cette période de ta vie, est-ce que toi, t'as déjà des envies de métier? Qu'est-ce qui t'attire? Comment tu t'imagines plus tard? Je suis pas très clair au niveau métier. J'ai jamais considéré comédien comme un métier en fait. Pas dans le sens où je le dénigre, mais dans le sens où pour moi c'était pas un métier. C'est plus du plaisir, de la passion quoi. Donc j'avais cette petite troupe qu'on faisait l'été. Après je prenais des cours de théâtre plutôt amateur. J'ai jamais vraiment réfléchi au métier que je voulais faire en fait. Quand j'étais petit, je pensais pas trop à ça. Je pensais plus à jouer, à m'amuser, ouais. Et donc, tu t'inscris quand alors pour la première fois dans un cours de théâtre? Tu as quel âge? Mon premier souvenir de théâtre et de cours de théâtre, j'avais 14 ans, je pense 12-13 ans, 13-14 ans, à Versailles, avec un prof qui s'appelait Olivier Merle, en amateur, totalement amateur, mais j'avais mes rendez-vous toutes les semaines avec ce prof que j'aimais beaucoup. Il avait un peu la caricature du prof, cette espèce de grosse voix, très théâtreux, quoi, extrêmement gentil et très pédagogue avec les ados qu'on était. Et c'était une super source de plaisir en fait, parce que c'était mon truc à moi en fait. C'était un peu ma bulle que je m'autorisais en fait. Et ça me permettait de continuer à jouer. C'était mon jeu, ma distraction. Il y en a qui ont du sport, moi c'est ça quoi. Quand tu y vas, tu es dans quel état d'esprit? Tu n'as pas de retenue, de stress à l'idée de monter sur scène? Bien sûr que si, parce que on se dévoile, on se montre, on a envie de bien faire, on a envie de bien jouer, on a envie d'être crédible, j'ai envie d'être drôle. Mais je suis tellement dans ce cadre bienveillant que je me laisse porter en fait par ce cours et par ce prof et puis par les élèves. Je me détache assez facilement de ça en fait. J'y pense pas trop, pour me concentrer plus sur ce que j'ai envie de faire, quoi. Comment je fais ce personnage, quoi. Comment je fais cette scène. Quand on était sur du théâtre classique, hein. Des Molières, évidemment des Racine, etc. Des trucs très classiques. Et donc tu suis ce cours pendant combien de temps alors? 3 ans. J'ai duré 3 ans, je pense, de cours là-bas, ouais. Et donc c'est une fois par semaine? Ouais, à peu près une fois par semaine. Le mercredi après-midi, c'était des séances de 2-3 heures, avec des exercices d'impro, de voix, de corps, de physique, de respiration, tout ça. Et puis après, des travails de scène. Donc tu grandis et puis finalement, après le bac, tu intègres une école de commerce à Angers où tu t'installes en colocation. Donc à ce moment-là, tu quittes la ville où tu es. Je crois que c'est Versailles. Ouais, alors je suis parti de Versailles en fin de 3e. Je suis revenu à Poitiers pour faire mon lycée. Et là j'ai arrêté le théâtre dans mon lycée. Par contre, après mon bac, je suis parti à Angers pour mon école de commerce, l'ESCA d'Angers. Et là j'ai commencé à reprendre goût à la comédie, le jeu, avec l'association Deus Ex Machina, qui est l'association de théâtre de l'école. Alors c'était entre nous, on n'avait pas de prof, mais c'était entre nous, on s'amusait, on créait des scènes, on créait des personnages, on prenait comme ça une fois par semaine aussi 2-3 heures où on s'amusait entre nous en parallèle des cours, quoi. Et qu'est-ce qui compte pour toi finalement à ce moment-là de ta vie? Donc j'imagine que tu rencontres aussi de nouvelles personnes, c'est une sacrée étape de quitter le nid familial, de se retrouver dans une ville qui n'est pas la sienne, dans un état d'esprit assez étudiant. Qu'est-ce qui est important pour toi à ce moment-là? L'autonomie. Besoin d'être autonome, financièrement, affectivement, besoin de vivre ma vie et de faire vraiment ce que j'aime en fait. C'est des années excellentissimes parce que je me suis énormément amusé. J'ai bien bossé, j'ai rencontré des vrais amis que j'ai encore maintenant, plus de 20 ans après. Ça a été les premières sources de vraie amitié aussi. Mes vrais amis viennent de là, pas d'avant. Et ça c'est extrêmement important pour moi, l'entourage proche comme ça d'amitié, la famille aussi bien sûr, mais l'amitié. Et je commence à être autonome aussi, ouais, dans ma manière d'orienter un peu ma carrière aussi, parce que moi je suis en école de commerce, je m'oriente plutôt vers le marketing. Voilà, je tâtonne un peu, je n'ai pas de métier là encore une fois clair en tête, mais le marketing m'intéresse, le marketing m'attire. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui t'intéresse dans le marketing? Le marketing m'attire parce qu'il y a là encore une fois quelque chose de créatif. Le marketing pour moi c'est mettre en valeur un produit ou un service, une idée, un projet. Et ça me plaît. Parce que ça rejoint le théâtre. Le théâtre, on met en valeur un texte, on met en valeur des personnages, on met en valeur une histoire. Et la première réaction que j'ai, enfin l'opportunité que j'ai, c'est de travailler dans le marketing pour la mode. Dans le luxe.
Ma sœur bosse dans le luxe à l'époque. Quand on en parle, moi, ça me fascine un peu ce milieu. Parce qu'il y a quelque chose aussi de très spectaculaire, de très événementiel. C'est du théâtre, hein, le luxe, dans tous les sens du terme. Et moi, ça m'intéresse de me lancer là-dedans avec ma petite casquette marketing. Et du coup, je rentre, après mon école de commerce, je rentre dans une boîte qui s'appelle Céline, qui est une marque française du groupe LVMH. Et j'organise les sessions d'achat des collections. Donc, ces événements. Je suis organisateur d'événements, en fait. Comme à l'époque, j'organise les pièces de théâtre, là, j'organise ces événements-là. Et ça me plaît beaucoup, parce que je pense être bon, humblement. Puis je m'amuse, encore une fois. Je m'amuse beaucoup, moi. Et en plus, c'était dans un environnement international, ça me plaisait aussi. Je parlais anglais, j'étais en contact avec toutes les boutiques du monde. Enfin, c'était super intéressant. Bon, et puis les années passent, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu réalises des stages dans des domaines différents. Et en 2002, tu as 23 ans et tu as une opportunité de stage chez M6. Qu'est-ce que tu as en tête quand tu rentres en stage chez M6 ? En fait, ouais, je quitte la mode parce que là, par contre, je ne me vois pas évoluer dans ce secteur-là. Je m'amuse beaucoup, mais je vois pas ce que je peux faire de plus que ce que je fais là. Donc, du coup, j'ai envie d'évoluer. Et effectivement, la question se pose. Je suis à Londres à ce moment-là. Je bosse pour LVMH à Londres. Et là, je me vois un peu bloqué. Du coup, je rentre en France. Et là, je me questionne sur l'évolution pro. Et en fait, mon envie là, elle est plutôt d'être non plus dans le marketing, mais la communication. La communication, parce que là, je trouve plus intéressant de voir comment dire les choses. Et très naturellement, je me tourne vers les médias, et notamment M6. Effectivement, la boîte M6, où là, j'utilise toujours ma casquette M6, ma casquette marketing, pardon, et je rentre au marketing chez M6. Et comment ça se passe alors, ce stage chez M6 ? Je rentre dans un milieu, les médias, et dans un métier, études marketing pour les médias, que je ne connais pas du tout. Et donc du coup, je découvre et j'apprends tout. Je repars en stage. Et là, pareil, je découvre une ambiance de travail. C'est une boîte passionnante parce que challenger. Donc du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un esprit de compétition que j'aime bien. Et puis il y a, pareil, découverte de cet univers de la télévision, les émissions, les enregistrements. Il y a aussi toute la partie fiction, donc tous les acteurs. Moi, en marketing, mon but est d'étudier les performances des émissions et des séries, des téléfilms, etc. Est-ce que tout ça, ça marche ? J'ai accès à toutes les émissions, les producteurs, les animateurs, etc. Et donc ça me passionne parce que c'est un réseau relationnel qui s'ouvre. Je rencontre énormément de gens, en interne et en externe. Et moi, je suis passionné par ça. Je suis passionné par les rencontres et passionné par les métiers de ces gens-là. Et à ce moment-là, alors, donc, tu as complètement arrêté les cours de théâtre Oui. Depuis plusieurs années. Est-ce que tu décides de reprendre ? Et si oui, pourquoi ? Je reprends, on va dire, un peu malgré moi. Je suis arrivé en 2003 chez M6 et je pars en 2011. Mais en 2008, je fais un burn-out. J'explose en plein vol. Je sais pas trop ce qui m'arrive d'ailleurs, je comprends pas trop parce que moi je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez enjoué, d'assez enthousiaste, d'assez sociable. Et tout va bien en fait. Et là, je me rends compte que de grands moments de vague à l'âme, des moments de tristesse, des moments de colère aussi, des moments où je me sens en fait totalement perdu. C'est vraiment le syndrome du burn-out qui me font questionner sur en fait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais là quoi. Et en fait, je sens que là à nouveau, je suis à la fin d'un cycle. Ma seule porte de sortie à ce moment-là, c'est de me dire, écoute, fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui te fait du bien ? Qu'est-ce qui t'anime au fond dans les tripes, quoi ? Et là, rien ne vient. J'arrive pas à répondre. Et du coup, ma porte de sortie, c'est de me dire, écoute, fais-toi plaisir, fais du théâtre. Puis tu verras. Au moins, tu vas te défouler, tu vas t'amuser, et puis après, tu verras. Et en fait, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Je suis revenu finalement à mes premières amours. Et là, je mets le doigt sur quelque chose qui finalement ne m'a jamais quitté. Le goût de la comédie, le goût du jeu, le goût de raconter des histoires. Et je pousse la porte d'un cours qu'on me conseille, l'école dramatique de Brigitte Caracache. Finalement, je plonge, mais très 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 loin dans qu'est-ce que c'est que jouer vraiment. Aller chercher en soi tout ce qu'il y a à mettre sur un plateau, quoi. Et à ce moment-là, tu travailles toujours chez M6 en parallèle ? Ouais. D'accord. Voilà. Et là, la prof me dit, écoutez, vous avez du talent, donc vous restez là et vous faites la classe professionnelle. La classe professionnelle, c'était, suivant les semaines, entre 15 et 20 heures de cours par semaine, ou week-end. Et là, je me pose pas de questions, je dis, oui, effectivement, j'y crois, je fais confiance. Et tu arrives à caler ces heures-là en plus de ton travail ? Et paradoxalement, étant fatigué, parce que quand même burn-out, un peu en fin de cycle, chez M6, paradoxalement, j'arrive quand même à trouver cette énergie pour y aller. Donc, je fais mon cours de 3 ans, en fait.
de 2008 à 2011, qui a été salutaire et salvateur parce que ça m'a permis de me remettre sur les rails. Et en 2011, là, je concrétise ma sortie d'M6 pour me dire, ok, rupture conventionnelle, je pars parce que c'est plus ma place, c'est pas pour moi. Et en parallèle, j'ai ouvert la porte du théâtre. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, professionnellement. Et donc c'est à ce moment-là que tu envisages l'idée de devenir comédien, alors si je comprends bien. Alors, comédien professionnel. Parce que moi, je considère que j'ai toujours été comédien, je suis toujours comédien. Parce que j'aime, ce que je te disais, j'aime jouer, j'ai besoin de jouer. En revanche, le concrétiser de manière professionnelle, oui, c'est à ce moment-là que ça se joue vraiment. Et là, du coup, j'ouvre cette porte professionnelle avec une idée qui est un double métier finalement. Je ne voulais pas galérer professionnellement et financièrement. Ça, c'était impossible pour moi. Donc, mon idée, elle est de me dire, puisque c'est difficile de vivre de ce métier, que je démarre, je n'ai pas encore de réseau, je ne sais pas trop où taper aux portes, je ne sais pas trop où passer des castings, des auditions, et ben, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner ta vie à côté? Et là, très naturellement, le métier de formateur coach avec les outils du théâtre vient. Moi, je connais l'entreprise, j'ai des réseaux, des contacts dans l'entreprise, donc du coup, j'ouvre aussi cette voie-là, comédien et formateur. Et à ce moment-là de ta vie, devenir comédien professionnel, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est le début de la réflexion de j'ai quelque chose à dire. J'ai besoin de dire des choses sur scène, j'ai besoin de raconter des choses. J'ai des propos, des convictions à dire. C'est aussi le besoin de faire rire, le besoin d'apporter de la légèreté. Moi, j'ai une nature comique, j'ai un emploi comique et j'aime ça. Donc, c'est à la fois raconter des histoires et faire rire, en fait. Ça représente du coup quelque part un peu le rôle que je me donne dans la vie, quoi. Et passer du simple cours de théâtre à la dimension professionnelle, tu vois, en tant que tel, pour toi, ce passage, tu dirais qu'il est, à ce moment-là de ta vie, il est plutôt progressif, il se fait de manière radicale. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la bascule? La rencontre. Moi, en fait, j'ai considéré, à partir du moment où j'ai considéré que j'étais comédien professionnel et que je me suis considéré comme tel, moi-même, là, les rencontres se sont faites. Et à l'époque, je travaillais chez M6. Et en fin de parcours chez M6, je rencontre, je le remercierai jamais assez, Yann Guazampi, qui est directeur de la fiction d'M6. Et on s'entend bien. Et à ma sortie d'M6, je le recontacte. Je lui dis, écoute, voilà, je suis comédien. Je veux développer mon activité de comédien. Est-ce qu'on peut en parler? Et là, très naturellement, il me propose un rôle dans une série qui s'appelle Scène de ménage pour M6. Et là, c'est le début. Et moi, je me suis vraiment dit, c'est parce que tu te considères comme pro que les gens te voient comme pro. Et lui, ça l'a paru très naturel de me donner ce contact de prod. Et donc, j'ai appelé la prod, je leur ai envoyé mes informations de comédien, photos, CV, qui était maigre à l'époque, mais que j'avais quand même 2-3 expériences théâtrales. Et ils m'ont dit, ok, on veut bien te voir sur le rôle de couple de José et Liliane. Pour répondre à ta question, c'est très progressif parce que ça, c'est en 2016 ou 2017. Donc tu vois, entre 2011 et 2016, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai plein de rencontres, des expériences de théâtre, des expériences de court-métrage, voilà, des choses à droite à gauche. Mais je pense qu'il y a une période, effectivement, où j'avais besoin de faire mes armes avant de me dire bonjour, je suis comédien professionnel. Et donc, ce rôle que tu obtiens sur Scène de ménage, c'est ton premier rôle? Non, parce que j'ai fait plein de choses avant. Mais c'est le premier vrai rôle que je considère comme étant un rôle professionnel, ouais. Et comment tu te sens ce jour où tu apprends que voilà, ce rôle, il est pour toi? Il y a quelque chose de paradoxal, c'est que je me sens très très fier. Parce que j'arrive sur ce plateau, je vois tous les techniciens, les caméramans, et je vois dans le bon sens du terme, cette industrie, c'est-à-dire que le nombre de gens que ça représente, les costumes, les maquillages, etc. Je suis très flatté parce que on prend énormément soin de moi. C'est des trucs bêtes, hein, mais on m'apporte du café, on me fait faire des essayages costumes, on retaille les costumes pour moi, à ma juste mesure, comédien professionnel, quoi. Et donc très flatté, très fier, et puis en même temps, il y a un côté un peu hors sol, c'est-à-dire que je me dis, mais waouh, qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi. C'est fou. Obtenir un rôle, c'est aussi l'étape du casting. Comment tu vis, toi, ce regard, justement, de l'autre sur toi? Je suis toujours tombé sur des gens très bienveillants. C'est pas dire que les gens aiment ce que je fais, mais les gens très bienveillants. En casting, des gens qui m'accueillent, qui m'écoutent, qui me considèrent mon travail. Ça veut pas dire que ça leur convient et que du coup je suis pris sur les rôles, mais voilà. Des gens qui peuvent être durs dans leurs exigences, mais pour autant bienveillants. Et t'as un souvenir en tête d'un casting en particulier qui t'a marqué? Le casting le plus fort que j'ai fait, c'était casting pour une pub, qui est une pub Crédit Agricole, avec directrice de casting qui est Julie Navarro, excellente
et extrêmement exigeante. Mais moi, je trouve ça super intéressant de travailler comme ça. Je jouais un sociétaire de Crédit Agricole, de manière aussi un rôle comique. Hein. Donc un rôle assez lambda, il n'y a pas de performance particulière, mais bon, chouette, et puis une pub chouette. Et je suis pris dans ce casting. Donc chouette. Et en fait, ça a été un tournant très 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 fort parce que, sans qu'on s'en parle, on s'entend bien avec Julie, elle aime mon travail, moi j'aime bien travailler avec elle. J'aime bien notre rencontre, j'aime bien nos séances de casting parce qu'elle me dirige bien. Donc je fais le casting, je tourne cette pub un mois après, en février. Et un mois après, début mars, elle me rappelle, elle me dit « Écoute, je veux te voir pour un rôle, pour un long métrage. » Et là, je fais « Waouh !» Donc là, on passe au cinéma. Donc assez impressionné, mais j'y vais de manière assez inconsciente et naïve en fait. Je dis bon, c'est juste un rôle. Voilà, travaille, prépare ton truc et puis tu verras bien. Et donc je passe ce casting et je l'ai. C'est pour le film Première année de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste et William Lacbill. Un long métrage très chouette. Et là je suis pris pour ce rôle qui est le rôle de l'assesseur. C'est-à-dire que c'est celui qui gère le jury des réponses, des annonces des résultats des concours de médecine. Petit rôle, mais rôle extrêmement chouette. Parce que j'ai quelque chose à défendre. Je suis au milieu du jury. On est 7-8 dans le jury, dans l'énorme amphi de la fac de médecine de Paris. J'ai 200 étudiants devant moi qui jouent les étudiants qui attendent leurs résultats. Moi, je suis au micro. J'ai tout ça à défendre. C'est super chouette. Et j'arrive sur le tournage avec le réalisateur Thomas Lilti, qui est un homme extraordinaire aussi et avec qui je m'entends très bien, avec qui je tourne toujours depuis. Il m'a toujours fait appel à moi dans ses projets suivants. Et l'expérience cinéma là me sidère. Mais quelque part, j'étais moins choqué par le casting et le tournage que par la projection. Me voir à l'écran, là, ça a été quelque chose de fort. Je suis assis dans la salle de cinéma, je me vois à l'écran, waouh, là c'est fort. Et je vois mon nom au générique, là c'est fort. Et ça renforce ouais, je suis comédien quoi, je suis comédien pro. Tu m'as dit quand on a préparé l'interview que être comédien, ce n'est pas jouer, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que tu veux dire à travers cette phrase ? Alors oui, c'est un état d'esprit avant tout parce que c'est une disposition d'esprit. Pour jouer, il faut avoir envie de raconter quelque chose, envie de parler à des spectateurs, envie d'être en contact avec des partenaires de jeu, envie de faire confiance à un metteur en scène, un réalisateur, un producteur. C'est pas uniquement faire son taf d'apprendre son texte, de répéter, de sortir des émotions, c'est évidemment ça. Mais ça, je considère qu'on peut le faire correctement et du mieux qu'on peut à partir du moment où on est ouvert aux autres, ouvert à une méthode de travail, ouvert à des personnalités qu'on a en face de soi, des moments à vivre, des conditions de travail. C'est l'ouverture d'esprit qui est essentielle. Ouais. Et puis, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu soulignes justement la dimension... la relation aux autres, quoi, qui finalement est au cœur de ton métier. Mais moi, la question que je me pose et que j'aimerais te poser, c'est comment toi, tu te sens justement vis-à-vis de ces réactions, vis-à-vis de ces rôles que tu joues et de tes prestations, si on peut les appeler comme ça. Tu commences à obtenir des rôles, d'une certaine manière, tu deviens plus visible. Ouais. Comment toi, tu te sens vis-à-vis des réactions de ton entourage ? Évidemment énormément de doutes parce que j'ai envie que tout ça continue, j'ai envie que tout ça marche. Et la relation du coup que j'ai aux gens, moi c'est l'envie de mieux connaître les autres, leur parcours, leur manière de voir le métier, le travail, les expériences. Moi j'adore parler, je suis autant intéressé par le jeu que par ce qui se passe hors jeu, dans les coulisses, dans des loges, dans des castings, parce que je rencontre des gens, des expériences de vie. Moi, un réalisateur, je demande toujours, mais raconte-moi ton film, là, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce film, qu'est-ce qui t'a amené à le tourner, qu'est-ce qui te plaît là-dedans. Pareil sur des partenaires de jeu, tiens, qu'est-ce que tu fais en ce moment, toi ? Qu'est-ce que tu tournes ? Où est-ce que tu joues ? Et j'ai les mêmes questions en face, du coup, on en parle beaucoup. Et toi, qui tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton actu de comédien et ton approche du métier ? Et moi, c'est vrai qu'on m'appelle, mes réponses sont toujours les mêmes, on m'appelle pour deux choses. Soit pour des rôles plutôt de naïf, gaffeur, gentil, parfois aussi un peu souffre-douleur, c'est vrai. Et puis après, on m'appelle pour des rôles de sadique.
pas pervers, le mot trop fort, mais un petit peu des bureaucrates, un petit peu salauds, un petit peu odieux. Et je me dis, c'est quel plaisir de voir que j'ai une palette comme ça, qu'elle est reconnue, que les gens me disent, ouais, mais qu'est-ce que t'es bon. Moi, le plus beau retour qu'on m'ait fait, c'était sur un film qui s'appelle Messe Basse, de Baptiste Rappeau. Premier film d'un très jeune réalisateur, mais exceptionnel. Et je joue une scène d'un banquier odieux. L'héroïne vient gérer un peu ses comptes, elle est en galère financière, et moi je suis odieux avec elle. Et l'équipe technique est venue me voir derrière en me disant, mais c'est terrible, parce que t'es odieux, mais t'apportes une humanité derrière quand même ce truc qui fait qu'on n'arrive pas à t'en vouloir. Et moi, quand je vois que j'arrive à mettre cette espèce de nuance dans le jeu, je me dis que c'est ça qui touche en fait. Bon, donc c'est intéressant parce qu'en fait, c'est finalement le regard qu'on pose sur toi et les réactions voilà, des gens qui gravitent autour de toi. Toi, ça te procure beaucoup déjà de reconnaissance, ça te donne une place, ça réveille de la fierté, quoi. Quand on fait un travail qui est reconnu et qui est mis en valeur, oui, c'est chouette. Et j'apprends aussi à entendre ça. Je travaille avec un metteur en scène en ce moment, parce que j'ai joué une pièce là il y a quelques temps, et notamment une représentation où je me sens pas bien en fait, dans le sens où je suis pas dedans, j'ai du mal, j'arrive pas, je bafouille, et je suis décontenancé parce que ça arrive, c'est spectacle vivant, donc oui, il y a des soirs où on galère, on n'est pas toujours au top, et je suis pas toujours au top, et ce soir-là, je suis en difficulté. Je me rattrape parce que j'ai des techniques de travail, des techniques de comédien qui fait qu'on fait le job et que ça marche. Mais moi, oui, à l'intérieur, je me sens en difficulté. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait ce soir-là pour toi? Je pense que je manque de concentration parce que dans la journée, il m'est arrivé des nouvelles, il m'est arrivé voilà, j'ai une autre vie à côté du théâtre et du comédien. La journée, je joue pas autre chose. Donc du coup, ouais, j'avais ce jour-là, je le comprends bien, hein, je sais ce qui se passe. J'ai des nouvelles d'un copain qui sont pas faciles. Je suis un peu interloqué. Est-ce que je fais quelque chose pour lui ou pas? Enfin bon, sans vraiment en prendre conscience, en fait, moi, ouais, intérieurement, je suis bousculé par ça. Et ce qui fait que j'ai du mal à me mettre dans mon personnage le soir et à me mettre dans la pièce le soir. Mais ça, je le pige parce que je me connais un peu et je connais mon travail. Donc, du coup, je le pige vite. Et donc, j'arrive à me rattraper aux branches pour essayer de me récupérer. Et parce que le public est là, il a besoin de sa pièce. Donc, je pense à eux. Je pense à mes partenaires aussi. Donc, du coup, je me reprofessionnalise, si je puis dire, pour pouvoir bien faire mon job. Mais n'empêche qu'intérieurement, je sais ce qui se passe, je suis pas bien. Et ton metteur en scène, il perçoit ça? Alors, il le perçoit. Je joue avec lui en plus sur scène, donc parce qu'il est acteur en même temps. Donc, du coup, oui, il le sait. On se connaît bien et il le pige. Et je vois d'ailleurs et c'est ça qui est fou au théâtre et qui est fabuleux, c'est que je vois ça dans son regard. Je le sens. Il me dit, je sais que t'es pas bien, mais t'inquiète pas, je suis là avec toi. Donc, c'est extrêmement touchant là aussi. Et je m'appuie en sortie de scène, je me dis, mais t'as le droit aussi de pas être bien. T'as le droit de pas être au top en permanence. Et ça, le fait de m'autoriser ça me donne aussi un rapport à moi-même qui est beaucoup plus cool, qui me donne une certaine sérénité. Et surtout, je m'appuie aussi sur mon metteur en scène. J'ai cette phrase dans la tête depuis, là, parce que c'est récent, hein, mais j'ai cette phrase dans ma tête qui m'a dite, il m'a regardé, il m'a dit, oui, j'ai senti que t'étais pas bien, j'ai senti qu'il y a 2-3 trucs qui marchaient pas trop, mais t'inquiète pas, le job est fait, le job marche, et puis surtout, et là, il me regarde dans les yeux et il me dit, tu sais que t'es pas là par hasard. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il puisse me faire, parce qu'il me dit, il m'a dit, on en a parlé, il m'a dit, mais t'as pas ce rôle juste pour te faire plaisir, quoi. On t'a pas fait plaisir en te donnant ce rôle. C'est que tu le vaux et qu'on a confiance en toi et que t'es capable de le faire. N'oublie pas ça. Et je garde ça en tête. Comment est-ce que aussi l'autre, en l'occurrence là, mon metteur en scène, vient nourrir aussi ma confiance en moi sûrement, mais surtout mon plaisir à être sur scène. Parce que moi, je me dis, putain, je sais, le soir, je joue. Et je vais avoir en face de moi un gars qui est capable de vivre ça. Et justement, c'est intéressant parce que tu parles de ces liens en fait qui te relient, tu vois, à tes partenaires de jeu, à ton metteur en scène, entre autres. Selon toi, en quoi la relation, justement, la nature de la relation avec tes partenaires de jeu peuvent justement changer et faire évoluer ton jeu, ou peut-être même au contraire l'empêcher? Tu vois, on peut imaginer que c'est vachement important, quoi, tu vois, le fait qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait une dynamique entre vous. Alors, j'ai deux choses très claires dans la tête là-dessus. J'ai besoin d'harmonie. Tu parles d'harmonie, j'ai besoin d'harmonie. Si j'ai pas d'harmonie, j'ai du mal à travailler. Après, l'harmonie, elle peut être à plusieurs niveaux. Qui dit harmonie, pour moi, veut pas dire forcément ami ou ami proche. Moi, il y a des gens avec qui je travaille qui sont des camarades de jeu super, mais c'est pas des amis. On a une confiance au niveau professionnel qui est, pour moi,
parfaite. Et d'ailleurs, la plupart des tournages que je fais, c'est des gens que je vois pas que je vois sur le tournage et que je revois pas forcément après. Donc c'est très éphémère, mais on a un contact qui fait que on se fait confiance, on se respecte et ça marche. Et moi, ça, c'est l'essentiel, ça me suffit. Après, si le petit point, le petit bonus, hein, la petite cerise sur le gâteau, qui est que derrière, on a des relations fortes d'amitié, de proximité qui peuvent se créer, ça, c'est que du bonheur. Il y a des rôles qui sont... en comédie, la comédie, elle ne supporte pas l'approximation. Il faut effectivement une vraie connivence là-dessus. Moi, j'ai besoin d'avoir une vraie confiance très forte là-dessus. Et ça passe par quoi pour toi, la confiance, de manière très concrète ? Ça passe par la capacité à se dire les choses quand ça va pas, quand c'est clair ou pas clair, quand il y a des manques. Moi, je sais que j'ai travaillé avec un metteur en scène sur une comédie. Il a un côté taiseux. Moi, j'adore travailler avec lui, j'adore jouer avec lui, mais il a un côté taiseux. Il dit pas beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, stop, là, je suis perdu. Qu'est-ce qui est bien dans ce que je fais ? J'ai besoin que tu me dises là. Et qu'est-ce qui est pas bien, peut-être ? Il me dit, non, mais si je te dis rien, c'est que tout va bien. Bah non, en fait, moi, ça me va pas, ça. Donc, toi, la confiance, ça se passe. Moi, j'ai besoin de ça, ça passe par ça aussi. C'est de se dire les choses, parce qu'encore une fois, la comédie ne supporte pas l'approximation, donc il faut qu'on tout puisse être mis sur la table pour qu'il y ait dans le regard ce jeu qui se passe et se dire, ok, là t'es avec moi, là je suis avec toi, et du coup on peut s'amuser. Il y a cette espèce d'étincelle de magie qui est impalpable et qui pourtant peut se sentir après nous en jeu et dans le public. Là, on nous dit souvent ça quand je joue avec lui, parce qu'on a joué plusieurs pièces ensemble avec ce metteur en scène, et on nous dit souvent, mais c'est hallucinant tous les deux, il y a un truc qui se passe, vous êtes tellement raccord, il y a une alchimie quoi de jeu. Et ouais, parce qu'on a travaillé et parce qu'on se le dit, on a plaisir à travailler ensemble, et on se le dit aussi quand ça va pas. Là, je suis pas bien. Non, là, ce que tu fais, ça me saoule. Ça va, c'est bon, quoi. C'est too much. Et est-ce que tu as déjà eu des expériences, justement, tu vois, où c'était difficile d'établir une relation, de se sentir un peu connecté avec ton partenaire de scène, et où, du coup, ça a pu, justement, un peu entraver ton jeu sur scène Oui. C'est une pièce que j'ai jouée il y a quelques années avec un metteur en scène qui est extrêmement, là aussi, doué, mais qui est, par contre, pour moi, trop compliqué dans ses relations, ce qui fait que, et je jouais aussi avec lui, il était sur plateau avec nous, et là on avait ce binôme qui était plutôt un binôme de comédie, mais je suis devenu beaucoup trop son faire-valoir dans mon personnage. Il était très soumis, c'en est arrivé à de l'humiliation. C'est-à-dire que il est très dans l'impro, donc il rajoutait du texte, à me dire ouais, en fait t'es qu'une merde, toi tu comprends rien. Non mais t'inquiète, hein, c'est dans le personnage, hein, c'est pour jouer. Non mais parce que moi je le questionnais à la fin de la scène, je disais de la pièce, je disais mais t'as rajouté des trucs là. Il me dit ouais t'inquiète, c'est pour rigoler. N'empêche qu'il me balançait des trucs sur scène. Je dis attends mais tu vas jusqu'où dans le texte là? Ton personnage, es-tu obligé d'humilier le mien? Non. Là par contre ça a été dur, parce que j'ai mis du temps à comprendre en fait ce qui se jouait, ce principe d'humiliation. Ce principe on n'est plus dans le jeu, on est là dans peut-être de l'interpersonnel qui le regarde. Là, c'est plus uniquement de la comédie, hein, il est en train de dépasser la frontière du professionnel, et que du coup, j'accepte pas ça. Et la pièce s'est arrêtée, on travaille plus ensemble. Moi, j'ai beaucoup de respect pour son travail. Maintenant, humainement, je n'arrive pas à travailler avec quelqu'un comme ça. Donc, ouais, ça arrive. Toujours pareil, c'est une question de savoir dire les choses. Moi, je dis stop. On peut pas se cacher derrière un personnage. Derrière un personnage, il y a un acteur, il y a une personne, un individu. À quel moment tu choisis de te faire accompagner par un agent, et pourquoi tu prends cette décision ? Alors, je ne prends pas la décision, dans le sens où on souhaite avoir un agent, on choisit de se dire je veux un agent, mais il y a beaucoup plus de comédiens que d'agents. Donc c'est très dur d'avoir un agent. Et pour ça, ça demande énormément de travail, de réseau, et de persévérance, et de ténacité. Moi, j'ai envoyé des messages, des mails, des contacts. J'ai appelé beaucoup de gens pendant des semaines et des mois pour avoir un agent. Et je n'avais pas. J'arrivais pas, ça marchait pas. J'envoyais mes photos par mail sur les sites, etc. Je demandais à des copains comédiens, des contacts, etc. d'agents que je pouvais appeler de leur part. Et j'ai fait toutes ces démarches et ça ne marche pas. Je n'ai pas d'agent. Et pourquoi tu fais ces démarches à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu attends justement de l'agent ? Deux choses. Premièrement, avoir accès à un réseau de casting que je n'ai pas, et avoir après du soutien. Pouvoir avoir quelqu'un avec qui parler du métier, parler de la carrière, etc., etc. Et je trouve pas. Et je me serais à un atelier de théâtre comédien, comme on fait de temps en temps, pour faire des exercices, rencontrer du monde, etc. Et là, je rencontre une comédienne qui me parle de son agent. Et j'ai dit, écoute, celui-là, je le connais pas, c'est marrant, je pense que je l'ai pas appelé. Je rentre chez moi le soir et je lui envoie un mail. Il était, je sais pas, minuit, 1h du matin. Je me réveille le lendemain matin, c'était un jeudi. Le vendredi matin, je me réveille, 8h du mat, et là, je vois réponse de sa part, votre profil m'intéresse, rencontrons-nous.
Le mercredi suivant, je le rencontre dans un café dans le 16e à Paris. On prend un café pendant 1 heure ou 2 le matin. Et il m'a dit, écoutez, ok, c'est bon pour moi. J'aime votre profil, j'aime votre discours, j'aime comment vous voyez le métier. C'est bon, on travaille ensemble. C'est Claude Viala, que je remercierai jamais assez aussi, et qui m'a donné ma chance. Et avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, de 2007 à 2022. Et 2022, je change d'agent parce que Claude s'arrête. Il fait le choix de s'arrêter. Et je suis toujours en contact avec lui parce que c'est un homme super. Et il m'a très très gentiment recommandé à son réseau qu'il connaissait, notamment une agent avec qui il s'entend très bien, avec qui je travaille maintenant, Sybille Duras, de l'agence Ose, qui est une femme extraordinaire, et qui est mon agent maintenant, et avec qui je suis très heureux. Pareil, on a pris le temps de créer cette relation de confiance avec elle, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup dit comment est-ce qu'on voit le métier, qu'est-ce qu'on aime dans le métier, qui on connaît, comment on travaille, et puis après, de quoi on a besoin d'un de l'autre, qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu attends de moi. Alors justement, cette relation avec ton agent, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Qu'est-ce que tu en attends? Alors, comme je te disais, moi, j'attends de mon agent, et j'ai été très clair avec elle, je lui ai dit, écoute, moi j'ai besoin de soutien, dans les moments de doute notamment, de questionnement, de réflexion, qu'on puisse discuter au téléphone ou se voir. J'ai besoin qu'on puisse avancer sur des beaux projets, donc elle me donne accès à un réseau de casting de films, séries, téléfilms intéressants sur lesquels elle pense que je peux être bon. Et puis troisièmement, c'est aussi quelqu'un qui négocie pour moi, notamment la partie financière. Des choses que je sais faire vu ma formation commerciale, mais que je ne veux pas faire. Et donc c'est un relais pour moi et un appui extrêmement important. Et qu'est-ce que cette relation t'apporte alors? Tu dirais quoi? Une légitimité. Quand je dis que j'ai un agent d'une part, comme je te disais, tout le monde n'en a pas. Donc dans le métier, on se dit waouh, s'il a un agent, c'est que quelqu'un lui fait confiance, et donc c'est pas rien. Moi, une confiance en moi aussi parce que je me dis ok, un agent il prend pas quelqu'un par plaisir, il prend quelqu'un parce qu'il est bon. Ça me redonne confiance dans mon talent quand je doute, encore une fois, et puis encore une fois c'est de l'affection. L'affection, on n'est pas amis, je dirais pas ça, mais on partage beaucoup de choses sur le milieu, les rôles. On se donne un peu des idées, des perceptions de comment faire évoluer ma carrière, comment mettre en place des choses intéressantes pour pouvoir évoluer. Moi, elle m'a dit, écoute, oui, t'es identifié. Parce que moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, j'adore la comédie, mais moi, j'ai envie d'autre chose aussi. J'ai envie d'essayer d'autres types de rôles, d'ouvrir. Et là, elle m'a dit, écoute, stop, je t'arrête. J'entends ce que tu me dis. Mais dis-toi, et ça, je me souviendrai de cette phrase toujours, elle m'a dit, dis-toi que ce que tu es capable de faire, d'autres ne sont pas capables de le faire. Donc, surtout, ne dénigre pas ce que tu fais. C'est ta marque de fabrique. Exploite-la, utilise-la, développe-la. Et ton emploi comique, il est fondamental pour toi. Et ces rôles justement qu'on te propose, que ce soit au théâtre ou au cinéma, comment ça se passe dans le milieu justement? En fonction de quels critères certains rôles te sont proposés et pas d'autres? Bon, on me propose principalement des rôles comiques, mais aussi des rôles de sadiques, odieux, mais du coup qui en deviennent drôles. Mais à partir de quels critères, du coup, on te propose certains rôles et pas d'autres? Je crois que dans le milieu, vous parlez d'emploi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est quoi, toi, ton emploi? Mon emploi, c'est ce qu'on appelle l'emploi comique. Comique, c'est-à-dire c'est celui qui va faire rire. Après, autour de ça, il y a d'autres personnages qui gravitent. Mais moi, c'est celui qui va faire rire. C'est celui qui... j'ai joué dans une pièce qui s'appelait La part des anges. C'était un gars qui était odieux, qui faisait la misère à tout son entourage, sa femme, etc. Et moi, j'arrive en ange gardien de ce gars-là pour le remettre sur le droit chemin. Sauf que l'ange gardien que je jouais, c'était sa première mission sur Terre. Il était complètement novice, complètement perdu, complètement... voilà. Donc, tu vois, on m'appelle pour cet emploi-là. Dire, ok, c'est celui qui va, dans le bon sens du terme, qui va un peu foutre la merde, quoi. Malgré lui, et qui va un peu perdre les pédales et qui va pas se rendre compte un peu de l'impact des conneries qu'il fait, quoi. Le gaffeur. Le gaffeur, le naïf. Et on m'appelle aussi pour le côté comique, mais pareil, qui fout la merde, mais dans le côté lourdingue. Le mec, il fout les pieds dans le plat, mais tu sais, de manière un peu plus lourdingue, ouais, un peu plus... pas grossière, mais voilà. Et toi, le dragueur naze, par exemple, toi, qui se rend pas compte qu'il est naze, quoi. Et moi, j'essaie toujours par contre, moi, ce qu'on m'a dit et comment on me dirige, et ce que j'aime faire, c'est mettre de la nuance dedans, de la subtilité. Parce que personne n'est à 100% naïf, débile, gaffeur, personne n'est à 100% lourdingue, dragueur naze.
On a tous peut-être des choses comme ça en nous, mais ça vient compenser quelque chose d'autre, ça vient compenser un manque de confiance, ça vient compenser une envie de lien. Moi, quand je jouais le dragueur lourdingue, mais moi, dans ma tête, je me disais aussi, ouais, mais en fait, ce gars-là, il est lourdingue parce qu'il sait pas faire autrement, mais il a juste besoin, en fait, d'être en lien, il a juste besoin d'avoir des câlins avec cette nana-là, il a juste besoin d'avoir une relation affective, mais c'est malgré lui, il n'arrive pas à faire autrement. Donc, toi, j'essaie toujours dans mon emploi, je pense qu'on m'appelle pour ça, on me dit, il y a cette nature comique directe, mais il y a une petite humanité qui peut ressortir derrière aussi, quoi, qui fait qu'il y a un peu de légèreté, quoi. Oui, parce que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'emploi comique, c'est quand même la perception d'un être extérieur, voilà, un regard qu'on pose sur toi. Ouais. T'as pas vraiment ton mot à dire, voilà, c'est comme ça que t'es perçu. C'est comme ça, oui, c'est ce qui ressort, mais toi, t'as quand même cette possibilité, à chaque fois, de porter un message, d'y mettre de la subtilité, de le nuancer et de l'investir ce rôle, voilà, à ta manière, quoi. Exactement. Moi, toi, c'est mon meilleur, pareil, le meilleur compliment, enfin un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, c'est mon metteur en scène Alexis qui m'a dit, je lui dis, tu vois, moi, je suis toujours dans ces rôles de gaffeur ou assez souvent dans ces emplois-là. Il me dit, oui, mais tu as l'intelligence de jamais faire la même chose. C'est ça que j'essaie, c'est là où je mets de l'énergie, c'est de dire, ok, qu'est-ce que tu peux trouver là, qu'est-ce que tu apportes à côté. Et même dans les trucs de sadique, odieux, tu vois, il y a toujours ce petit truc derrière de, comme tu disais, tu vois, odieux peut-être, mais plus pathétique qu'autre chose en fait. Donc, Est-ce que tu as un exemple d'un rôle que tu as joué ou d'un rôle à venir que tu appréhendes, que tu trouves pas forcément facile à interpréter ? C'est le rôle le plus difficile là et je l'ai pas vu venir pourtant, mais le rôle le plus difficile que je joue, parce que je le joue encore, c'est le rôle d'un gars qui s'appelle au théâtre, il s'appelle Monsieur Michaud, qui est le rôle d'un gardien d'immeuble. Donc là, voilà, comme je te disais, rôle de faire valoir encore. Et c'est en fait, il est gardien d'un immeuble et puis il est très sans gêne, mêle tout auprès d'un habitant de l'immeuble qui s'appelle Sylvain Saint-Bourdin. Et en fait, le Sylvain Saint-Bourdin va voir rencontrer son beau-père pour la première fois et il se retrouve avec problème de rasage de barbe. Il n'a pas le temps de se raser correctement. Il se retrouve avec la petite moustache d'Hitler. Bon. Et moi, j'arrive en tant que Monsieur Michaud, je le découvre avec sa moustache d'Hitler, et en fait, je dévoile du coup, je me dis, Monsieur Saint-Bourdin est comme moi, on a les mêmes idées. Et en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est d'aller dans ce rôle-là, il m'a demandé d'aller très loin dans le côté de l'inacceptable. Et ce qui en fait du coup, encore une fois, un pathétique et du coup drôle. Mais moi, ça m'a demandé d'aller très loin dans ce côté idée quand même sacrément contestable. Et ça a été très dur pour moi d'accepter de montrer cette face-là. Mais pourtant, ce n'est, entre guillemets, qu'un personnage. Il ne s'agit pas de toi. Donc pourquoi ça te touche comme ça ? Parce que pour moi, jouer, c'est mettre de soi dans un personnage. C'est pas faire celui qui ou celle qui. C'est pas s'extraire de soi. Au contraire, c'est utiliser en soi ce que je peux mettre dans le personnage. Donc concrètement, pourquoi c'est difficile ce rôle-là, et en même temps qu'il est jouissif à jouer, parce que j'ai de plus en plus de plaisir à le jouer, mais c'est ce côté un peu intolérant. Moi, il y a des choses, je reconnais, en bossant ce personnage, je reconnais qu'il y a des choses, certaines attitudes d'intolérance qui, moi, provoquent de l'intolérance chez moi. Tu vois, mettre de moi dans ce personnage, en fait, c'est ça qui est dur pour moi. Qui a été dur et qu'aujourd'hui j'accepte et que je travaille. Ouais, et puis accepter aussi qu'on soit venu te chercher pour faire ce rôle. Eh oui. En fait, on est venu me chercher pour le côté drôle parce que le gars m'a dit, regarde, il est tellement pathétique, il est tellement insupportable qu'il en devient drôle. Ouais, mais pour être drôle, il faut aller chercher ce côté insupportable et pathétique. Et donc, accepter de montrer le pathétique de soi, c'est pas simple. Ça veut dire quelque part, ça m'arrive d'être pathétique dans la vie, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est ce qui est passionnant, parce que quand on arrive à vraiment mettre de soi et qu'en face de nous, on a des gens qui nous disent, mais moi c'était très drôle. Je suis sorti de scène du coup sur cette pièce-là. Je sors du théâtre, et il y avait une spectatrice qui était là, elle s'est quasiment jetée sur moi, elle me regarde, elle me dit, dites donc vous, il y a longtemps que je vous ai déjà donné des baffes, moi, hein. Vous êtes insupportable. Donc tu vois, je me dis, ok, donc ça veut dire qu'elle a cru à mon truc, donc tant mieux. C'est ça qui est un gage de satisfaction, c'est de sentir que ça marche. Mais en même temps, pour que ça marche, moi, je sais où il faut les chercher. Et de temps en temps, c'est pas facile d'aller chercher certaines choses. Finalement, jouer, c'est aussi s'exposer au regard des autres, à l'engouement, mais parfois aussi à la critique, même parfois à une forme d'indifférence. Comment tu vis, toi, cette exposition au regard des autres, quoi, finalement ? J'accepte aujourd'hui de ne pas être aimé.
C'est pas moi qu'on n'aime pas finalement, c'est peut-être mon travail, c'est peut-être ce que je dis à un moment, mais c'est pas moi en fait. Et j'essaie de faire la distinction en me disant je ne suis pas ce rôle, je suis quelqu'un avant d'être comédien. Comédien, c'est un métier. Ouais. Malgré le fait que tu puises en toi pour Voilà. interpréter tes personnages, le personnage reste le personnage. Exactement. Exactement. Et après, j'apprends aussi, encore maintenant, parce que c'est tout, je pense que c'est tout un travail, mais j'apprends aussi à, comme je te disais tout à l'heure, il y a des soirs où t'es bon, des soirs où t'es moins bon. Ça arrive. C'est comme ça. Jouer, c'est s'exposer au regard des autres, mais c'est avant tout s'exprimer finalement. Qu'est-ce que Oui. tu nous dis, toi, quand tu joues ? Moi, ce que j'essaie de montrer, ce que je veux montrer, c'est de l'humanité, en fait. Moi, j'aime voir l'humanité dans tout ce que je rencontre. Je crois pas aux cons, je crois pas aux connards, je crois pas aux salauds, aux débiles. Je crois pas à ça. Je pense à des gens et je me mets dedans. Je nous crois dans ces cas-là peut-être un peu en souffrance, peut-être un petit peu mal. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon jeu, c'est de me dire, ben, je ne suis pas que un salaud, je suis pas que débile, je suis ça. Et puis il y a d'autres choses qui se jouent derrière. Il y a plein de sentiments qui se mélangent. Je l'ai dit, je suis formateur coach à côté. On me dit souvent, bah ouais, mais vous, les comédiens, vous avez confiance en vous pour réussir à vous exposer comme ça sur une scène de théâtre ou sur un plateau devant une caméra. Vous avez confiance en vous. Comment je fais pour avoir confiance en moi ? Avoir confiance en soi, c'est accepter tout ce qu'on est, quoi. Puis accepter aussi ce qui est peut-être pas très agréable. Puis surtout, encore une fois, il y a des jours avec et des jours sans. Et on a le droit aussi de pas être bien certains jours. On a le droit d'être, et puis on a le droit, et à mon sens, on a le devoir d'être fier de soi aussi. Moi, j'ai pas honte de dire que oui, je suis fier de certaines choses, je suis fier des rôles que j'ai accomplis, je suis fier de mon trajet, de ma trajectoire. Ça veut pas dire que je m'arrête là et que tout va bien, parce que j'ai plein de doutes aussi. On est un mélange de plein de choses et c'est ce mélange qui est beau, quoi. Moi, je suis un mélange de confiance et de doute, je suis un mélange de tolérance et d'intolérance, je suis un mélange de gentillesse et d'affirmation, enfin de détermination. J'ai plein de choses et c'est ça qui est beau, je trouve. La scène, en fait, c'est aussi un incroyable terrain de jeu pour expérimenter des émotions. Est-ce qu'il y a une émotion en particulier que tu préfères jouer, interpréter ? Et si oui, pourquoi ? Alors, il y en a deux. Il y a une émotion l'émotion, enfin, c'est qu'il n'y a pas une émotion, mais c'est cette attitude de sidération, tu sais, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire, merde, qu'est-ce que j'ai fait, merde, qu'est-ce qui m'arrive. Quand je suis dans ces rôles de gaffeur, un peu là, quand je vois que je réalise, je dis merde, j'ai fait une grosse connerie, cette espèce de truc, le temps qui se fige, j'aime bien parce que ça suspend justement un peu le temps. Et la joie que ça me procure, c'est que il y a le côté de comment je vais rattraper ça, quoi. Oh merde, là il faut que je me rattrape. Et comment je vais faire, tu sais, je vais tout faire pour essayer de gérer le truc, gérer ma connerie. Et ça j'aime bien. Et c'est dans le corps, c'est physique, quoi. Tu ressens à l'intérieur, tu sais, dans le ventre, cette espèce de truc qui bouillonne. C'est super intéressant. Et après il y a l'autre que j'ai expérimenté. Il m'est arrivé un truc de fou sur mon rôle là, de gardien d'immeuble. Il y a un moment où, dans la pièce où je fais un salut nazi. Parce que je suis persuadé que donc mon copain Sylvain Sabordin là, est avec moi. Et du coup, je me dis, ouais, on est pareil, c'est génial. Regardez, allez, moi aussi, je fais le salut nazi. Et je fais le salut nazi. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois. Maintenant, je le gère, mais ça m'est arrivé plusieurs fois où, au moment de faire le salut nazi, j'ai la main, évidemment, le bras qui part pour le salut, mais j'ai la jambe qui flageole. Alors, à ce moment-là, je suis caché derrière le canapé du décor, donc je pense que le public ne le voit pas, mais j'ai la jambe qui flageole à je sais pas combien de battements, quoi. Parce qu'il y a cette espèce de double truc qui se joue, à la fois j'assume, mais en même temps j'assume pas, quoi. Et c'est jouissif de voir que c'est le corps qui parle, que à la fois j'aime, et en même temps, ouais, bah ça vient chercher des trucs en moi, c'est vivant, quoi. Il y a quelque chose de vivant. Et c'est ça qu'on vient chercher, c'est des ressentis physiques dans le jeu, dans le plaisir de jouer, c'est de sortir des choses, quoi, dans les mots, évidemment, dans ce que j'exprime, hein, que je disais, où est notre humanité là-dedans, et puis après dans le ressenti physique, dans l'énergie aussi. Et en quoi justement jouer ces rôles, interpréter ces émotions te sert dans la vie, mais plus précisément dans tes relations avec les autres ? Tu dirais quoi ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, je dirais deux choses. Premièrement, authenticité. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Exprimer pleinement qui je suis, dire vraiment ce que je pense. J'ai mis du temps à essayer et à réussir à dire ce que je pensais, parce que j'avais du mal à le dire, à exprimer, à savoir déjà ce que je voulais, ce qui me plaît, ce qui me choque. Moi, pendant des années, j'arrivais pas à dire que je voulais pas aller à tel endroit, que je voulais pas manger ça, que je voulais pas faire ça. Et je le faisais parce que je le faisais, quoi. Et puis j'avais besoin d'être aimé, j'avais besoin d'avoir du monde autour de moi, donc je le faisais. Aujourd'hui, je m'autorise plus
à dire ce que je pense, à exprimer pleinement ce que je suis, à partager certaines émotions. Donc ouais, ça m'aide à plus être authentique, à plus m'affirmer. J'ai réussi à le faire sur scène, je peux réussir à le faire dans la vie en fait. T'as un exemple ou pas, par exemple, d'un rôle que t'as joué, d'une émotion que t'as interprétée qui t'a vraiment servi dans une relation Oui, il y a dans la pièce où je jouais un faire-valoir un peu gaffeur, loser. J'étais dans cette pièce très attiré par un personnage féminin et moi ça m'a fait bosser sur mes relations affectives. Parce que dans mon personnage, il était embourbé dans son truc. Ils ont eu une histoire, elle se fout de sa gueule, mais ils ont eu une histoire et lui il y croit. Mais alors du coup il capte en fait que lui n'est rien pour elle. Et il dit mais non mais je suis pas rien pour toi. Enfin vu ce qui s'est passé entre nous, enfin toi toute cette scène là qui s'est jouée entre nous dans la pièce, moi ça m'a fait bosser sur mes relations affectives. Je me dis mais ok, donc qu'est-ce que tu as envie de dire du coup à telle femme ou telle femme qui peut-être t'attire dans tes relations perso affectives. Est-ce que tu as envie de lui dire ou pas? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu lui dis? Et finalement, ce métier, qu'est-ce qui change dans ta vie alors? Des comédiens te diront que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à bien vivre et qu'ils sont heureux que sur scène. Moi, je dirais plutôt qu'ils m'aident à bien vivre dans ma vie de tous les jours, en fait. Le théâtre, pour moi, c'est la vraie vie. Le plateau de cinéma, c'est la vraie vie. C'est de la fiction, mais c'est de la vraie vie. Et moi, aujourd'hui, je dirais que plus je m'éclate dans mes rôles, plus je m'éclate dans des projets de comédien, plus en fait j'arrive à m'ouvrir dans ma vie quotidienne, que ça soit en tant que formateur coach, que ça soit en tant que médiateur en entreprise, que ça soit dans mes relations familiales, personnelles, quoi. En fait, toi, c'est comme si c'était un terrain d'expérimentation. Si je peux m'expérimenter sur scène, je pourrais le faire aussi dans la vraie vie, quoi. Tu m'as dit un jour, quand on préparait justement cette interview, si je ne joue pas, je souffre. Oui, parce qu'en fait, je souffre de pas me dire. Quand je suis sur scène, comme je te disais, je mets de moi là-dedans. Donc du coup, c'est pas je suis pas le personnage, mais c'est Hubert qui parle. C'est Hubert qui s'expose, c'est Hubert qui parle, qui joue. Effectivement, quand je ne joue pas sur un plateau de théâtre ou sur une scène de cinéma, je n'expérimente pas qui je suis, je n'évolue pas, je ne m'exprime pas. Et en fait, ça veut dire que je ne peux pas ensuite utiliser tout ça dans le reste de ma vie. Donc du coup, c'est comme si je ne m'autorisais pas vraiment à vivre. Donc si je ne joue pas, je souffre parce que je suis appelé à vivre et à montrer toute mon humanité. Le montage de cet épisode a été réalisé avec l'aide de Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitille Tassin et vous écoutez Ce qui nous lie, le podcast qui raconte l'évolution de nos liens au gré de nos parcours de vie. Pour soutenir Ce qui nous lie, n'hésitez pas à vous y abonner, lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode. Car le salut c'est le lien, et sans le lien, il n'y a rien.